Au Mali, les élections municipales ont eu lieu en fin de week-end écoulé. Ce scrutin, auquel ont participé plus de 7 200 000 électeurs, est parsemé d'irrégularités. Les Nations Unies ont dressé dimanche un bilan du processus électoral en Somalie. L'ONU tente ainsi d'éviter un ultime report des élections dans ce pays. Et puis la 8e édition du Tour cycliste du Rwanda a connu son épilogue dimanche. C'est le Rwandais Valens Ndayisenga qui a été sacré champion. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Nous démarrons cette édition par Antsirab à Madagascar où se tiennent depuis hier les 45e assises de la presse francophone. Des journalistes venus de 40 pays du monde vont durant 4 jours nourrir des réflexions autour de l'économie des médias dans les pays en développement. Ces travaux ont pour objectif principal contribuer à une presse réellement libre dans tous les pays francophones. Toujours à Madagascar s'ouvre ce jour le 16e sommet de la francophonie. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis, au Mali, plus de 7 200 000 électeurs étaient appelés aux urnes dimanche pour désigner leurs maires et leurs conseillers municipaux. Ce premier scrutin, depuis la présidentielle de 2013 organisée sous fond de tension, a été entaché de violence et d'irrégularité dans plusieurs localités du pays. Moura Onias Gaba. La marche vers une stabilité sociopolitique durable au Mali continue d'être vouée à l'échec. Le pays à genoux sous le poids d'un conflit qui dure depuis plusieurs années peine à se relever. Le scrutin des municipales tenu hier, en plus d'être émaillé d'incidents, a enregistré un faible taux de participation. Dans plusieurs localités, il n'a pas eu de vote, notamment à Kidal, bastion des ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA. Ce groupe armé du nord du pays n'a pas permis l'organisation du vote dans les zones qu'il contrôle et dénonce des élections qui violent, selon lui, l'accord de paix signé avec le gouvernement. À Tombouctou, dans le nord-ouest du pays, l'affluence était plutôt satisfaisante malgré quelques incidents. Du matériel électoral a été enlevé et brûlé au cours d'attaques distinctes. La menace terroriste qui plane constamment dans cette partie du Mali justifierait également la non-tenue du scrutin dans d'autres régions. À Gao, par exemple, un peu plus à l'est du pays, des électeurs n'ont pas voté dans certaines communes pour des raisons similaires. 5 militaires maliens ont été tués dans des échanges de tirs lors d'une embuscade près de la localité de Douanza. Les assaillants voulaient enlever les urnes que transportait le convoi militaire. Une attaque attribuée à un groupe djihadiste de la ville de Gao. Ailleurs, c'est un candidat qui a été enlevé à Koro, au centre du pays, malgré le dispositif sécuritaire renforcé. Selon les résultats partiels, le RMP, parti au pouvoir, serait en tête dans au moins 2 communes pour l'heure. Ces élections municipales avaient été reportées à 4 reprises et devraient permettre d'élire 12 000 conseillers municipaux. Le mandat des sortants a pris fin depuis avril 2014. En Somalie, l'Organisation des Nations Unies est montée au créneau dimanche pour faire le point des élections dans le pays. Une initiative qui fait suite au report répétitif des élections, notamment le processus électoral marqué par des irrégularités. C'est un reportage signé Christelle Degoto. Plongée dans le chaos et la guerre civile depuis la chute en 1991 du régime autoritaire du président Siad Barre, la Somalie organise ses élections générales le 30 novembre prochain. Le processus électoral du pays, mal conçu et la présidentielle maintes fois reportée, au grand dommage de la communauté internationale, ne permettra qu'à 1% des Somaliens de se prononcer. Il s'agit d'un processus politiquement négocié, selon l'ONU. Je pense que c'est un processus négocié politiquement pour trouver comment effectuer un transfert pacifique de pouvoir politique et possiblement dans une nouvelle mesure qui est l'État fédéral. Ce qui est plus important, c'est que le processus électoral est marqué par beaucoup de choses très franchement inacceptables. L'organisation clanique de la société somalienne pèse de tout son poids sur la politique du pays, poursuit le diplomate onusien. Miné par les dissensions politiques, le pays est devenu entre autres le terrain de jeu du groupe terroriste des Chebab affilié à Al-Qaïda. Ces islamistes radicaux n'ont d'ailleurs cessé de multiplier leurs attaques ces derniers mois pour perturber la transition politique. Sur cette situation, le représentant de l'ONU s'est aussi prononcé. À l'heure actuelle, les pires craintes concernant les Chebab qui pourraient cibler ce processus n'ont pas eu lieu. Certains diront que les moments les plus vulnérables seront lorsque les députés sont élus et qu'ils viennent tous à Mogadiscio
pour élire le président de la Chambre basse, puis pour élire un président. En dépit des nombreuses difficultés rencontrées dans le pays, une nouvelle expérience est donc nécessaire pour un pays qui n'a pas tenu d'élection nationale depuis 1969. Le Rwanda, la Libye et le Sénégal sont les destinations à parcourir dans l'Afrique en bref que nous propose Childéric Carlos Sessou. Les chrétiens catholiques rwandais ont ce dimanche, en plus de l'homélie, suivi un message à eux adressé par l'Église catholique. Il s'agit d'une lettre d'excuse signée par les évêques représentant les 9 diocèses du Rwanda. Cette démarche de l'Église catholique est la formule choisie pour demander pardon au nom des chrétiens impliqués dans le génocide de 1994 qui a fait 800 000 morts selon les chiffres de l'ONU. Les prêtres religieux et religieuses sont cités dans cette crise qui a opposé Hutus et la minorité Tutsi, victimes du génocide. 22 ans après, l'Église catholique réitère le pardon au nom de ses fidèles impliqués après la démarche de l'an 2000. Journée sombre au Sénégal hier, 16 morts ont été enregistrés suite à une série d'accidents sur la route du grand pèlerinage annuel de la confrérie mouride à Touba. Alors que les fidèles musulmans ont pris le chemin de retour après la cérémonie officielle qui marque la fin du pèlerinage, ils ont été victimes d'accidents soldés par 16 morts et environ 600 blessés. Ce drame n'est pas le premier au Sénégal. En 2015, une quinzaine de morts avaient été enregistrés dans les mêmes circonstances. Des morts, il y en a eu également en Libye, mais avec un bilan plus lourd. Au total, 21 sont dénombrés selon une source médicale. C'est la conséquence des heurts entre des tribus rivales dans la ville de Seba, dans le sud de la Libye. 4 jours durant, la tribu des Aoulid Suleiman et celle des Gheddafa de l'ancien guide libyen Muammar Kadhafi se sont affrontés. Une centaine de blessés a été également enregistrée. Ces affrontements sont récurrents en Libye, un pays dévasté par des attaques de l'État islamique. Hors du continent africain, en Haïti, plus d'un an après le lancement du processus électoral, des millions d'électeurs ont pu voter dimanche pour élire leur nouveau président ainsi que leurs députés et sénateurs. Les résultats préliminaires seront publiés dans un délai de 8 jours à compter du dimanche dernier. Une attente qui pourrait susciter des tensions au moment où le pays, déjà en grande difficulté économique, a subi le passage dévastateur de l'ouragan Matthew le mois dernier. Ansine Djengue. 6 200 000 électeurs haïtiens étaient aux urnes hier dimanche pour élire leurs dirigeants. Ils sont au total 27 candidats en lice pour celle présidentielle qui a dû être reportée à cause de l'ouragan Matthew qui a ravagé le pays. Le scrutin s'est déroulé sans incident majeur, ce dont se félicite le Conseil électoral provisoire. Plus de 4 000 observateurs ont été accrédités pour veiller à la bonne tenue du vote. Les tests prévoient que si aucun des candidats n'obtenait 50% des suffrages, un second tour serait programmé le 29 janvier 2017. Et parlant de candidats, ils sont 3 favoris pressentis pour accéder au fauteuil présidentiel. Jovenel Moïse, le dauphin de l'ancien président Michel Martelly, Jude Célestin portant le flambeau de la Ligue alternative pour le progrès et l'émancipation haïtienne. Et enfin, Maryse Narcisse, proche de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Les résultats définitifs de ce premier tour seront connus le 29 décembre prochain. Ces élections pourraient marquer la fin de la crise institutionnelle en Haïti. En France, le premier tour de la primaire de la droite s'est tenu dimanche en prélude à la présidentielle de 2017. Environ 4 millions d'électeurs étaient appelés à partager leur voix entre Nicolas Sarkozy, François Fillon et Alain Juppé. À l'issue du vote, l'ancien président Nicolas Sarkozy s'est vu écarté de la course au palais de l'Élysée. Suite à cette défaite, il a annoncé son retrait de la vie politique et son soutien à son ancien premier ministre, arrivé en tête avec plus de 44% des voix. François Fillon fera donc face dimanche prochain à Alain Juppé, qui a obtenu, lui, 28,6% du suffrage exprimé. Et puis, une note sportive à présent, Valens Ndaïsenga a remporté dimanche la 8e édition du Tour cycliste du Rwanda. Le jeune coureur rwandais de 22 ans a signé ainsi sa 2e victoire sur le circuit après son succès de 2014.
Bras levés, suivi de quelques pas de danse, accompagné d'un sourire de satisfaction, la formule choisie par Valens Ndaïsenga pour célébrer sa victoire sur le Tour du Rwanda est plutôt remarquable. Une performance qui vient couronner 8 jours de dur labeur sur les routes des 1000 collines. Je suis vraiment heureux d'avoir gagné le Tour du Rwanda. C'est la deuxième fois pour moi. C'est pourquoi je suis vraiment très content. Au total, 819 km 100 mètres parcourus en 21 heures, 15 minutes et 21 secondes. Même s'il n'a pas remporté la dernière étape longue de 108 km, Ndaïsenga a pu conforter son avance sur ses challengers grâce à une course menée stratégiquement avec des envolées laborieuses sur des routes montagneuses parsemées par endroits et bien souvent d'ascension. Il a pu bénéficier du soutien indéfectible d'un public présent sur tout le parcours, au bord des routes ou perché sur un arbre, à chacun son choix. Un état d'esprit qui dénote d'une nette amélioration du cyclisme rwandais. L'évolution, elle se voit par le niveau sportif, déjà des coureurs rwandais et puis des coureurs africains en général, qui progressent d'année en année, puisqu'on en a de plus en plus qui sont sur les routes du Tour de France maintenant. Et puis surtout, on voit aussi la progression par rapport au public. Les premières années, on avait un petit peu de monde, les années suivantes, encore un peu plus. Et depuis l'année dernière, c'est un public extraordinaire, très discipliné. Et je pense que, je ne sais pas si ailleurs dans le monde on arrive à retrouver un public aussi discipliné, aussi fervent supporter du cyclisme qu'ici au Rwanda. Au classement général, l'Érythréen Eyob Mektel a pris la 2e place, tandis que la 3e place est revenue à son compatriote Tesfom Okuba Mariam. L'apprentissage est toujours difficile pour les Européens. Il faut remonter à la 8e place pour trouver le Suisse Dimitri Bussard. C'est pour une 3e fois d'affilée que le Tour du Rwanda est remporté par un coureur local à domicile. Ils deviennent inarrêtables et indétrônables, ces Rwandais. C'est sur cette note sportive que se referme cette session d'information. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.